Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Ravi de vous retrouver. Les semaines et les mois passent et la pandémie n'évolue pas comme nous l'aurions imaginé et espéré. Nous pensions faire des concessions durant quelques mois et que la situation allait s'arranger, mais force est de constater que plus les jours passent, plus l'inquiétude prévaut. Des pays sont contraints de durcir leurs mesures sanitaires. Par exemple, plus de 16 000 cas en 24 heures en France. Le ministre de la Santé laisse entendre que si les chiffres continuent de grimper, le pays pourrait de nouveau être confiné. Chez nous aussi, les chiffres ne sont pas aussi importants, certes, mais la situation s'aggrave un peu plus chaque jour. Des régions restent confinées avec des placements limités, notamment la capitale économique Casablanca. Mais comment sont prises ces décisions ? Est-ce que le ministère de la Santé s'appuie sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS ? Se concerte-t-il avec d'autres pays ? Qu'en est-il de notre capacité hospitalière ? Mais aussi du matériel vital, les respirateurs artificiels et les tests. Les traitements ont-ils changé ? Et ce fameux vaccin qui nous sauverait tous, où en est-il après la signature des conventions avec 2 laboratoires, chinois et britanno-suédois, pour que les Marocains puissent bénéficier de la vaccination dès la fin des essais cliniques. Beaucoup de questions que je vais poser à mon invité du jour. Dans Faites entrer l'invité aujourd'hui, le ministre de la Santé, M. Khalid Aittal. Bonjour. Merci, je vais vous demander de rapprocher s'il vous plaît votre micro. Merci d'avoir accepté notre invitation et c'est vrai que les Marocains se posent énormément de questions en ce moment. J'ai envie de vous demander tout d'abord comment ça va ? Ça va bien, alhamdoulilah, on tient le coup. Puis il y a une gestion bien sûr avec une certaine programmation et planification, mais aussi on fait quand même des choses et des adaptations au jour le jour. Donc compte tenu aujourd'hui de l'évolution qui comporte beaucoup d'incertitudes, donc automatiquement il y a quand même des adaptations et des ajustements au jour le jour. Alors on a fait une exception pour vous, c'est le studio de Radio 2M qui s'est déplacé parce que vous êtes sur le front tous les jours et que vous pouvez pas vous bloquer une après-midi entière pour nous. On vous remercie d'avoir accepté cet entretien. Vous êtes les bienvenus au siège du ministère de la Santé. C'est quoi vos journées, monsieur le ministre ? C'est des journées de travail, c'est des journées de réunion, de prise de décision, d'ajustement, d'adaptation des situations par rapport à l'évolution à l'échelle territoriale. Parce que vous savez très bien que il n'y a pas de mesures, je dirais, adaptées par rapport à les situations. Il n'y a pas de remède miracle par rapport à cette pandémie aujourd'hui. Et comme vous pouvez le remarquer, le Maroc ne peut pas faire l'exception par rapport des autres pays. À chaque fois, il y a quand même des mesures supplémentaires qui permettraient bien sûr d'apporter un petit plus et d'essayer d'éviter, de freiner encore la propagation du virus pour qu'on puisse retrouver quand même la normalité. Je ne dirais pas tout de suite la normalité, ça serait pas réaliste, mais on essaie de faire pour le mieux. Ça veut dire que vous êtes en contact permanent tous les jours avec les différentes régions, les différentes provinces, avec les différents responsables des hôpitaux. Il y a les délégations régionales, bien évidemment. Vous savez, nous sommes organisés bien sûr en une cellule de crise. Il y a quand même le CNUSP qui est aussi le centre d'observation de l'Observatoire national bien sûr des urgences santé publique qui aussi suit de très très près bien sûr l'évolution épidémiologique. Et vous avez un comité ad hoc qui essaie bien sûr d'avoir la remontée d'informations au niveau régional pour essayer de suivre de très près quelles seraient les insuffisances. Est-ce qu'il y a un problème qui est particulier par rapport à une autre ? Et d'ailleurs, vous pouvez bien sûr le constater que les adaptations sont différentes d'une région à l'autre. Oui, tout à fait. Alors, depuis près d'un mois maintenant, la situation au Maroc a basculé avec plus de 2000 cas par jour. Est-ce que le Maroc, en ce moment, était sa première ou à sa deuxième vague? Finalement, au début de la pandémie, quand on entendait des chiffres affolants qui donnaient froid dans le dos, partout en Europe et ailleurs dans le monde, le Maroc n'enregistrait que des chiffres assez bas. Aujourd'hui, sommes-nous, vous diriez, à la première ou à la deuxième vague ? Aujourd'hui, le Maroc est toujours dans le continuum de la première vague. Parce que il y a une suite logique à cette situation épidémiologique. Depuis le début, il y avait un confinement. Il y avait quand même des résultats qui étaient probants, bien sûr, tout le monde en parlait. Donc, le Maroc a fait quand même, bien sûr, une bonne prestation par rapport à la riposte anti-Covid.
Et par la suite, au moment de la levée progressive des mesures de restriction, et bien sûr, comme ça a coïncidé avec l'Aïd al-Adha et aussi la période estivale où il y avait plus de mobilité des gens, il y a une reprise. Il y a un phénomène de rebond qu'on a constaté dans certaines régions qui sont très animées. Notamment, bien sûr, parce que ça a commencé au niveau du nord et par la suite maintenant à Casablanca, parce que le centre d'animation aujourd'hui, c'est Casablanca. Et vous voyez, donc, il y a une suite logique qui fait que on est toujours dans la première vague avec des phénomènes, des petites flambées par-ci par-là et l'apparition de certains clusters qui font que les chiffres aujourd'hui ont augmenté. Et d'ailleurs, pendant la première vague, tous les malades qui étaient vulnérables étaient bien sûr protégés. Avec la levée de confinement, ils sont plus protégés et c'est normal. Les résultats aujourd'hui sont attendus. C'est-à-dire que c'est pas une surprise pour nous d'avoir bien sûr ces résultats-là. On s'y attendait. Vous y attendiez ? Comment ? Vous vous y attendiez ? On s'y attendait, mais on s'y attendait peut-être que avec moins d'importance, mais comme il y avait plus de liberté, à un certain moment, les citoyens marocains avaient cru que c'était la fin de la pandémie, ou peut-être de l'épidémie au niveau du Maroc, ils se sont libérés davantage, il y avait un relâchement. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, il y a plus de cas qui étaient prévus. Mais d'après les modélisations et les projections, on s'attendait à plus de décès, à plus de cas. Aujourd'hui, je pense que la situation, elle reste quand même sous contrôle, malgré l'inquiétude qui règne. Alors, c'est important ce que vous dites parce que beaucoup se sont dit au sein du gouvernement, au sein du ministère de la Santé, et ils pensaient peut-être que le combat était gagné. Vous nous dites que pas du tout, au contraire, vous vous y attendez peut-être à pire. Exactement, donc personne ne peut prétendre que le combat est gagné parce que premièrement, comme vous pouvez le constater à l'échelle internationale et même l'Organisation mondiale de la santé l'avait décrété que attention à la deuxième vague. Et donc, il y a une grande question qui se pose aujourd'hui par rapport à la saisonnalité de l'épidémie. Est-ce que le coronavirus connaît une certaine saison ou non? S'il y a une saisonnalité, ça veut dire que c'est cyclique. Ça, c'est une grande question qui reste en suspens. Et puis, bien sûr, ça coïncide avec la grippe saisonnière, la période de la grippe saisonnière. Et donc, automatiquement, il y a des inquiétudes qui vont s'installer pendant le dernier trimestre, c'est la période hivernale. Donc, on peut pas dire que c'est d'ores et déjà gagné. Au contraire, peut-être que on va avoir quelques difficultés et c'est pour cela peut-être qu'il faudrait introduire d'autres mesures supplémentaires, notamment d'abord c'est la campagne antigrippale parce qu'il faut vacciner les gens pour essayer de discerner éventuellement. Vous voulez... Alors justement, c'était ma question suivante parce que cette période-là inquiète, on le voit... On suit en particulier les pays voisins, les pays proches, que ce soit l'Espagne ou la France, qui en ce moment sont en train de mener des campagnes pour le vaccin contre la grippe. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez préconiser également au Maroc ? Exactement, on le fait et cette année, bien sûr, on va le faire bien sûr en masse puisqu'il va falloir vacciner les personnes vulnérables qui sont les plus exposées et aussi étaler bien sûr ça pour les personnes qui sont utiles, les professionnels et d'autres les agents de sécurité et d'autres personnes qui figurent dans la liste de la population cible. Et généralement, ça se passe toujours à la mi-octobre. Et ça va rester à cette date-là. Et on commence, bien sûr, notre campagne dès la rentrée du mois d'octobre en vigueur. Il coûte cher, le vaccin contre la grippe ? Il reste accessible. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir, si on imagine une vaccination en masse... La vaccination en masse, d'abord, le ministère de la Santé puisqu'il s'agit d'une campagne de vaccination, on va le mettre bien sûr gratuitement pour la population à risque et la population vulnérable. Très bien. Donc c'est automatique puisque l'effet souhaité c'est aujourd'hui avoir un résultat de santé publique. Donc mais il existera encore sur le marché. Donc il y a une quantité qui sera bien sûr distribuée gratuitement par le ministère de la Santé et il sera aussi présent sur le marché marocain. Alors, on parle de traitement encore. Monsieur le ministre, quel est le traitement actuel pour tous les malades du Covid ? Sommes-nous toujours sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine parce qu'il n'y a plus que très peu de pays aujourd'hui, le Maroc, quelques pays africains et l'Inde. L'Inde a fait marche arrière et même l'OMS puisque les tests cliniques se sont stoppés au vu apparemment que ce n'était pas... Alors, c'est une question qui a suscité beaucoup de débats et qui a fait couler beaucoup d'encre. Oui. D'abord, la chloroquine, c'est un produit qui est pas cher et qui est très accessible. C'est une grande question aussi, ça. La chloroquine avait fait ses preuves dès le démarrage, bien sûr, de la riposte anti-Covid. Il n'y a pas de remède au jour d'aujourd'hui qui est avéré, qui a reçu l'AMM
dédié au Covid. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun traitement à ce jour contre le Covid. Il n'y en a pas. Maintenant, il y a des essais cliniques. Pendant la pandémie, bien sûr, il y a les utilisations, bien sûr, de fortune, qu'on peut bien sûr préconiser. Et au vu de, bien sûr, de certains résultats et certaines études cliniques, la chloroquine avait quand même une certaine efficacité contre l'entrée du virus au niveau de la cellule pour ne pas infecter l'organisme. Et ça permet, son rôle essentiellement, c'est pas dans les situations graves, c'est tout au début. Ça permettrait de diminuer la charge virale et de diminuer la contagion. Voilà, donc ça c'est l'élément fondamental que certains pays avaient préconisé. Vous dites que certains pays, bien sûr, ont laissé tomber bien sûr ce protocole. Je dirais que non. Il y en a certains pays qui se sont bien sûr acharnés et s'attachaient encore davantage. Je citerai pour l'exemple la Russie qui est revenue sur la chloroquine, le Brésil qui a traité ses patients par la chloroquine, certains pays d'Afrique bien sûr qui sont sur la chloroquine, et nous avons certains résultats qui sont très probants et satisfaisants depuis qu'on avait commencé, bien sûr, ce protocole-là, bien sûr, sur les recommandations du comité technique et scientifique. Donc, je ne pense pas que aujourd'hui, si nous avons quand même pu obtenir quelques résultats qui sont satisfaisants, qu'on va désister juste sur la base que l'Organisation mondiale de la santé avait juste suspendu les essais cliniques et n'a pas arrêté et interdit le protocole. C'est une juste suspension. Et dans cette histoire-là, chaque pays a sa souveraineté et la prescription d'un médicament, elle relève de la libre prescription du médecin. Et donc, c'est au médecin de dire oui, je suis convaincu, je traite ou je traite pas. Donc, pas de traitement contre le Covid, la chloroquine plutôt pour prévenir. Une information a circulé ces derniers jours. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'est vrai ou faux, la vente de l'hydroxychloroquine bientôt en pharmacie? Alors, je vous raconte un peu l'histoire de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine. Le Maroc fabriquait bien sûr et produisait la chloroquine, ce qu'on appelle le sulfate de chloroquine, qui est la nivaquine. Nous avons une usine de production ici marocaine, donc c'est un produit qui est marocain pur. Mais la nivaquine, elle reste quand même un médicament qui est un peu mal toléré parce qu'il donne des effets indésirables sur le plan gastrique. Le sulfate d'hydroxychloroquine est mieux toléré. Et d'ailleurs, ce médicament n'est pas utilisé contre le Covid. Il est utilisé dans le cadre du paludisme, mais essentiellement au jour d'aujourd'hui, il est utilisé pour certaines maladies rhumatismales inflammatoires chroniques. Et donc, notamment, certaines vascularites aussi, certaines polyarthrite rhumatoïde. Et donc, on l'utilise pour une utilisation très longue, à long terme. Alors, on a cherché la matière première et on a commencé à produire le sulfate d'hydroxychloroquine. Aujourd'hui, le Maroc, il a la production de la nivaquine, c'est-à-dire le sulfate de chloroquine, et le sulfate d'hydroxychloroquine qui est sorti sous le nom commercial d'advaquinil. C'est le similaire ou le générique c'est la même chose? Ouais, c'est le similaire ou le générique du plaquenil aujourd'hui. Donc le Maroc, il a son sulfate d'hydroxychloroquine qui bientôt, bien sûr, va sortir sur le marché marocain et à ce moment-là, on n'aura pas de problème éventuellement de rareté du produit. C'est pour cela qu'il sera sur le marché. Il y a un stock pour les maladies chroniques et en même temps, il sera à la disposition des médecins traitants s'ils veulent. Donc sur ordonnance, hein. Sur ordonnance, évidemment. N'importe qui ne va pas aller dès demain en pharmacie et demander. Ça se produit. Vous savez, quand au niveau de tous les ministères de la santé, on a parlé de l'importance de la vitamine C, de l'importance du zinc, les gens se sont jetés sur les pharmacies pour acheter d'ailleurs des ruptures assez rapidement. Donc là, ce ne sera pas le cas. Ce sera sur ordonnance du médecin traitant. Obligatoirement. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'aujourd'hui, la nouvelle politique est celle de tester et d'isoler? Alors, on le voit aussi, là aussi, à l'échelle mondiale, quand on regarde un petit peu ce que préconisent en fait certains États et gouvernements, c'est de se dire, il faut monter le chiffre des tests et d'isoler. C'est un peu ce que fait le Maroc également, puisque vous avez préconisé, et ça fait un petit bout de temps maintenant, en disant que les malades asymptomatiques pouvaient rester chez eux, suivre un traitement sans aller à l'hôpital. Ah oui, quelle est la question maintenant? Est-ce que vous préconisez encore davantage d'isoler, de tester et d'isoler? Est-ce que ça veut dire que les tests doivent augmenter? Alors, je peux vous expliquer un peu le cheminement logique de la chose. En situation épidémique, il faut toujours commencer d'abord, dans un premier temps, par le diagnostic. Une fois les cas deviennent de plus en plus rares,
à ce moment-là, on peut passer bien sûr au dépistage. Une fois le dépistage est large, et s'il y a un rebond, la question, il faut revenir sur le stade initial. Parce que, qu'est-ce qui est le mieux? Le mieux, c'est aujourd'hui de diagnostiquer et bien sûr d'essayer d'isoler le plus tôt possible et d'investiguer autour des cas contacts. Le dépistage, c'est un dépistage qui se fait de manière arbitraire et aléatoire pour chercher si l'importance de la circulation du virus et pour faire la part des choses. Alors, au Maroc, au début, on était à 3 laboratoires. 3 laboratoires nationaux, il y avait l'INIH, il y avait l'Institut de Pasteur, il y avait le laboratoire militaire. C'était intéressant, pourquoi? Parce qu'on centralisait un peu donc les tests, ça nous a permis quand même de suivre de très très près l'évolution épidémique. Et puis par la suite, une fois que nous avons élargi bien sûr le nombre de laboratoires à 30 laboratoires nationaux publics, et bien sûr en plus des laboratoires militaires et en plus bien sûr des laboratoires des fondations, aujourd'hui on a commencé à faire quand même des chiffres importants de tests. On est arrivé à un pic de 29 000 tests jour. Donc ça nous a permis d'avoir une idée sur la circulation. Et d'ailleurs pendant ce temps-ci, vous pouvez bien sûr, peut-être vous allez vous en souvenir, parce qu'on a commencé à faire des entités industrielles, c'était un dépistage avec un échantillonnage et un taux de positivité qui est très bas. Donc on sentait que c'était à la mi-juin, on sentait que le Maroc était en train de sortir de l'épidémie, parce qu'on est arrivé à un taux actif au niveau national, un nombre actif au niveau national de 600 personnes. C'est à partir de ce moment-là qu'on avait pris la décision de les rassembler au niveau des hôpitaux de campagne, pour essayer de garder bien sûr les cas actifs isolés en 2 points chauds et libérer le Maroc par rapport à cela. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut continuer à faire le dépistage de manière lâche? On peut continuer à faire le dépistage dans une logique particulière, c'est-à-dire que lorsque le taux de positivité serait bas, à ce moment-là, on peut élargir. Mais quand vous avez un taux de positivité qui est élevé, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous n'avez pas le temps, bien sûr, de faire le dépistage large. Vous devez, bien sûr, vous atteler sur les cas contacts. Et les cas contacts, il y en a 3 catégories. Le premier cercle, le deuxième cercle, le troisième cercle. Ça dépendra, bien sûr, de l'agglomération, ça dépend du rassemblement, ça dépend des... J'ai une précision à vous demander, Oui. s'il vous plaît, parce qu'effectivement, quand on parle de cas contacts, Oui. même nous, dans le cadre du travail, de nos vies quotidiennes, ça nous arrive. Qu'est-ce qu'on appelle réellement un cas contact? Nous sommes ensemble aujourd'hui, nous avons une distanciation sociale, nous sommes à plus d'1 mètre l'un de l'autre, nous portons tous les deux le masque. Si l'un ou l'autre est positif, est-ce que je suis un cas contact? Si je porte le masque et si je suis protégé, je ne risque rien. Mais je suis un cas contact. Vous restez un cas contact, Ah oui. même si la personne en face de Et vous... c'est un cas contact, mais qui D'accord. était protégé, qui avait pris ses précautions. Il y a quand même beaucoup moins de risques. L'investigation, elle est faite dans ce sens. C'est quand vous posez la question, bien sûr, à la personne qui est positive, vous avez dû contacter combien de personnes dans votre entourage ou parmi vos proches. Et l'investigation, elle va dans le sens d'abord de définir ces gens-là, les énumérer, et en même temps se poser la question, est-ce qu'ils étaient protégés, non protégés, est-ce qu'il y avait quand même des mesures de barrière ou non, pour savoir effectivement quel serait à ce moment-là le risque de propagation, parce que vous portez le cas, vous êtes protégé. Mais cela n'empêche que vous pouvez faire quand même une erreur, quand même je sais pas, vous avez touché quelque chose, vous avez touché vos yeux, vous êtes mouché, etc. Donc on peut rien savoir. Même si vous portez bien sûr à un moment donné, parce qu'on sait pas qu'est-ce qui s'est passé bien sûr bien avant. Et donc c'est la raison pour laquelle l'investigation elle est très importante et très laborieuse. Elle prend beaucoup de temps. Et quand vous avez beaucoup de cas positifs et vous êtes appelé à faire beaucoup d'investigations de cas contacts, c'est très chronophage. Et puis ça essouffle le staff médical, paramédical, ils sont essoufflés à faire les contacts. Au moment où on prenait en charge les cas asymptomatiques au niveau des hôpitaux de campagne, oui. Ça prenait pas beaucoup de temps pour les surveiller, etc. On va sur un cas contact, on isole rapidement, il est asymptomatique, il est positif, on traite, il n'y a pas de problème. Maintenant, le protocole à domicile, comme vous avez posé la question bien tout au début, et il a été choisi d'abord, premièrement, parce que il y avait un risque de saturation des structures hospitalières au moment de la troisième levée des restrictions. On a ouvert les hôpitaux bien sûr, les gens non Covid commençaient à venir à flux important, les malades Covid aussi, et puis bien sûr, on risquait quand même une certaine saturation.
Donc, on s'est dit que peut-être on pouvait pas avoir assez de ressources médicales pour suivre les gens aussi dans les hôpitaux de campagne. C'est la raison pour laquelle on est revenu sur le traitement à domicile avec une modification sur la durée de traitement. Puisque la chloroquine, elle a pour objectif de diminuer la charge virale au bout du 5e jour. Et donc, les 7 jours de traitement sont suffisants pour rendre les malades non contagieux. Vous voyez, donc c'est sur des bases scientifiques. Combien de jours, s'il vous plaît, vous pouvez nous le redire? Alors, le traitement, il est préconisé 10 jours. Très bien. Normalement. Bon, pour les cas asymptomatiques, c'est 7 jours. D'accord. La charge virale avec l'utilisation de la chloroquine, elle diminue à partir du 5e jour. Voilà, tellement de choses sont dites à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée, des chiffres sont publiés chaque jour sur les cas positifs, également le drame des décès, également sur les guérisons. Quelle est la moyenne d'âge des personnes en situation de détresse hospitalisées et la moyenne d'âge des décès? Alors l'étude qui est faite, et nous avons les statistiques ici présentes, donc généralement, la tranche d'âge qui est le plus touchée par les formes graves et les décès, c'est entre 60 et 79 ans. C'est la forme la plus touchée et c'est la forme qui représente la grande proportion au niveau des services de réanimation. Et souvent, c'est cette tranche d'âge qui a plus de comorbidité. C'est des malades qui sont fragiles, vulnérables, cardiaques, asthmatiques. Ils ont des maladies sous-jacentes. Vous savez que cette question a été posée un petit peu partout. Du coup, les jeunes se disent n'importe comment. Moi, je ne risque rien. Et du coup, il y a eu un vrai laisser-aller. Non plus, ils ne sont pas à l'abri parce que nous avons quand même certains cas, bien sûr, qui sont jeunes et qui ont bien sûr subi quand même des formes graves importantes. Donc, certes, la proportion la plus importante, c'est le 3e âge, mais aussi, ils ne sont pas à l'abri. Je vais poser une question qui a interpellé, en fait, ce sont des images qui ont interpellé de très nombreux citoyens marocains. Oui. Vous les avez vues sur les réseaux sociaux comme moi. Dieu sait que la bataille est menée contre les fake news. Ce sont des malades de Covid hospitalisés qui ont fait des vidéos. Ils ne voyaient aucun infirmier, aucun médecin de toute la journée. Et le plus grave de tout cela, c'est que certains hésitaient à aller à l'hôpital et certains même, dans certaines familles, arrivaient trop tard. J'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus. Ma réaction, je pense que depuis la gestion de l'épidémie et depuis la prise en charge hospitalière, il y a un effort qui est colossal qui a été fait vis-à-vis du citoyen marocain. La prise en charge dans sa globalité, commençons d'abord par l'accueil, la prise en charge hôtelière et aussi tout ce qui est hébergement, accompagnement et tout, et la prise en charge médicale. Je ne dirais pas qu'il n'y aurait pas d'insuffisance. Certainement, il y aurait quelques insuffisances. On n'est pas des saints non plus, parce que, d'une part. Mais deuxièmement, peut-être que les attentes de ces malades, je dirais, ou de ces porteurs asymptomatiques, et ils s'attendaient à des choses plus importantes, alors au moment où normalement on devrait se contenter de visites ponctuelles pendant des agendas qui sont précis par le staff médical. Peut-être il y a un décalage entre les attentes et ce qui est préconisé. Mais de là à dire qu'il n'y a aucune prise en charge, qu'ils sont livrés à eux-mêmes abandonnés, je ne pense pas, puisque les médicaments sont livrés au jour le jour. Et qui livre les médicaments à ce moment? Il y a quelqu'un qui les livre à un moment. Oui, à un moment donné. C'est ça. Et quand vous êtes en face de cas asymptomatiques juste porteurs, c'est pas des malades. C'est des gens qui sont hébergés, c'est l'hôtellerie. C'est juste les rassembler pour éviter la dissémination. Il y a un amalgame dans la tête des gens, parce que quand un malade est à l'hôpital, il y a des visites médicales régulières par rapport au tableau clinique de ces patients. Mais là, nous ne sommes pas devant des patients, nous sommes devant des porteurs sains asymptomatiques. J'en reviens, Monsieur le Ministre, aux tests 100% marocains sont-ils lancés? L'annonce avait été faite, je crois, en mai dernier. Où en sommes-nous? Oui, nous nous réjouissons d'abord aujourd'hui d'avoir quand même des tests 100% au moment où le Maroc a commencé bien sûr à s'approvisionner vu la rareté de la denrée. Il y avait quand même une gymnastique importante pour se procurer bien sûr les bons tests et les mettre au profit des citoyens dans des délais opportuns. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas connu de rupture des tests. Jusqu'à au jour d'aujourd'hui,
Fort heureusement que le test marocain, qui est passé par une procédure, certes... Oui, parce que certains ont critiqué justement le fait que ce soit annoncé en grande pompe en mai dernier et toujours pas sur le marché. Écoutez, on ne peut pas bien sûr du jour au lendemain venir et dire, voilà, il y a un test marocain, il est fiable, on va le mettre sur tout. La fiabilité et la conformité technique, ainsi que les Il y a tout un process. Il y a tout un process, bien sûr, avec des essais techniques pour le valider et le mettre et bénéficier de la procédure de certification d'origine pour qu'il puisse obtenir l'autorisation de but sur le marché, chose qui est faite. Et par rapport à cela, il y a eu un accompagnement de cette société qui est marocaine, pure. Et aujourd'hui, nous avons même passé des marchés avec cette société pour se procurer ce produit qui a prouvé sa véracité et son efficacité même dans une boîte internationale. Est-ce que ce test 100% marocain sera moins cher que celui qui est actuellement sur le marché? Un test aujourd'hui, c'est à peu près 500 dirhams. Vous êtes en train de parler bien sûr de la prestation et non pas du test. Moi, je parle du réactif. Vous avez raison. Donc, le réactif, il serait bien sûr de l'ordre de 82 dirhams ou 100 dirhams, le réactif. Mais la prestation est autour de 500 dirhams. Donc, tout au début, je pense que le test va avoir un prix qui est abordable. Pas tout de suite moins cher. Parce qu'il faut du recul. Parce que il ne s'agit pas, bien sûr, de simplement qu'il soit un test marocain, mais il y a aussi donc tout ce qui est production, main-d'œuvre, etc., qui a quand même un certain coût. Je pense que c'est un prix qui est raisonnable pour le Maroc. Et d'ailleurs, ce qui est plus important, c'est que nous avons un test marocain. Nous ne risquons pas la pénurie demain. Mais ce sera moins cher que 500 dirhams. Parce de toutes les manières, parce que si vous ajoutez les 500 dirhams, c'est déjà une somme. Si vous ajoutez les frais de transport, de douanement, etc., c'est problématique aussi, c'est un surcoût. Avec ça, bon, je pense... Il y aura ça en moins. Ouais, exactement. Et donc, on n'est pas seulement sur les tests, on est sur aussi tout ce qui est kit de prélèvement, parce que ça a connu aussi à l'échelle internationale une pénurie. On a commencé à fabriquer les kits de prélèvement qui sont aujourd'hui utilisés sur le terrain. Où en sommes-nous aujourd'hui en termes de capacité et d'infrastructure hospitalière? Est-ce que par exemple, cet hôpital de campagne de Casablanca que nous avions tous vu est en activité ou pas? Oui, l'hôpital de campagne de Casablanca a connu un certain retard un retard, c'était souhaité parce qu'on l'a mis à contribution jusqu'au moment où on avait décidé, bien sûr, de réguler certains malades qui étaient en instance de résultat, premièrement. Et maintenant, aujourd'hui, on a commencé à l'utiliser pour l'isolement et aussi, il est équipé, bien sûr, de moyens de réanimation, éventuellement si besoin est. Maintenant, est-ce que la capacité, elle est suffisante pour le moment? Au vu des cas que nous prenons en charge, et donc, il faudrait calculer ça essentiellement par rapport aux formes graves et non pas par rapport aux formes asymptomatiques puisqu'elles vont à domicile, mais par rapport aux formes graves qui nécessitent la réanimation. Vous savez que nous avons 1833 lits de réanimation dédiés et nous sommes aujourd'hui à 280 lits occupés. Donc, un taux d'occupation qui est seulement de 16%. Alors, la valeur d'alerte, c'est 65%. On est très en deçà de la valeur d'alerte. Et ce qu'il faudrait aussi signaler, c'est que notre mortalité, elle est de 1,8%, alors que l'Organisation mondiale de la santé, elle parle de 3,4%. On est donc parmi les pays qui ont des chiffres les plus bas. Donc, c'est un élément aussi important pour dire que c'est vrai que le nombre de cas positifs inquiète, mais le nombre de cas graves qui se stabilisent et le nombre de décès qui se stabilisent aussi, c'est de bon augure. Mais ce qui veut dire qu'au pire, si les chiffres venaient à augmenter, le Maroc actuellement et dans toutes les régions a la capacité hospitalière. Personne ne peut prétendre ni prédire, d'abord, ne peut prétendre avoir la capacité suffisante parce qu'on ne peut pas connaître l'ampleur de la flambée ou de la deuxième vague. Personne ne peut dire ça. Il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de certitude à 100%. Et tous les systèmes de santé, s'il y a une deuxième flambée, peu importe leur niveau socio-économique, ils seront dépassés rapidement. Le Maroc en fera de même. Bien sûr, il va utiliser à bon escient d'abord la capacité litière qu'il y a pour prendre en charge les Covid. Mais s'il y a une flambée importante, l'ensemble des pays peuvent être dépassés, y compris le Maroc. On a parlé des tests et des respirateurs artificiels. Oui. Où en sommes-nous ? Alors, les respirateurs artificiels... Parce que là aussi, 100% marocain, vous avez annoncé. Oui, les respirateurs artificiels, c'est un produit qui est 100% marocain, sur lequel il y avait quand même un comité scientifique qui était bien sûr
attelé pour travailler dessus, éventuellement vérifier toutes les mesures et les paramètres. Bon, il demande un peu de temps parce que vous savez, donc faire sortir un respirateur peu importe, 100% marocain ou non marocain, à l'utilisation clinique, ça passe par des étapes aussi, parce que quand vous savez qu'il y a les essais cliniques. D'abord, l'essai préclinique au niveau de l'animal, les essais cliniques chez l'homme, et bien sûr, il y a des tests de solidité, de sécurité, etc. Et ça prend du temps. On peut pas concevoir un respirateur, rapidement le mettre à l'utilisation, parce que si jamais il y a un problème, ça serait quand même dommage. Alors non, il faudrait peut-être d'abord le sécuriser. Surtout, c'est pas un respirateur... C'est quelque chose d'électronique, électrique. On connaît pas sa longévité. À quel moment il peut bien sûr poser des problèmes, mais ça serait dommage s'il poserait un problème pendant la ventilation d'un patient. Donc il faut avoir toutes les certitudes et les garanties que c'est fiable pour permettre quand même un ensemble de paramètres de réanimation pour qu'ils soient bien sûr mis pour l'utilisation courante en réanimation. Et ça, c'est une question qui revient aux spécialistes et aux experts de réanimation qui normalement diront à la fin que notre machine est fiable et on peut commencer à l'utiliser. Et ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain s'il n'y a pas plusieurs essais chez des malades. C'est ce que nous avons demandé. Nous sommes en train d'accompagner ces concepteurs pour qu'ils les mettent à contribution au niveau de certains hôpitaux pour l'essai et que le comité d'éthique le valide. Et bien sûr qu'il passe par la phase d'enregistrement et d'obtention, bien sûr, des autorisations. Juste une question sur ce comité, parce que vous y faites référence pour la 4e fois. Qui en fait partie, ce comité scientifique? Alors, il y avait 3 comités, parce que j'ai parlé du comité de réanimation, c'était à part. À part, comité scientifique. Le comité scientifique et technique d'accompagnement de la grippe, d'accompagnement de l'infection respiratoire, c'est depuis le démarrage, depuis le début de la pandémie. Et il était là, il était présent, bien sûr, des experts marocains médicaux. C'est un comité assez représentatif dans lequel on trouve des réanimateurs, on trouve des pneumologues, on trouve des épidémiologistes, on trouve des laborantins, et on trouve aussi donc des... public, privé. Il y a public et privé. Très bien. Public, privé et militaire. Public, privé et militaire. C'est composite. Il représente, soi-disant, la veille scientifique marocaine. Et il permet, bien sûr, d'étudier toutes les situations et d'élaborer des recommandations en fonction, bien sûr, de l'évolution de la situation épidémiologique. Et à chaque moment, il y a des adaptations par rapport à la situation. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de changements et beaucoup d'adaptations en fonction de ce qu'on voyait. Au début de notre entretien, je vous demandais quel était un petit peu le déroulé de votre journée de travail. À quel point vous êtes en concertation avec l'OMS, mais aussi avec peut-être des États, des ministres de la Santé de France, d'Espagne? Est-ce que vous concertez, vous en tant que ministre, avec d'autres pays? Écoutez, nous avons une organisation qui est particulière. Nous sommes organisés pour la gestion du Covid, autour d'abord d'un comité de pilotage que Sa Majesté le Roi avait désigné, qui est constitué bien sûr du ministère de l'Intérieur, de la Gendarmerie royale, du ministère de la Santé, et d'un comité, d'un poste de commandement avec un comité de sécurité qui s'attelle sur les questions centrales, bien sûr, et les questions d'approvisionnement, de logistique, pour aussi accompagner. Et puis, vous avez tout ce qui est veille épidémiologique. Alors, c'est un modèle qui est maroco-marocain. Donc, on n'essaie pas de copier les différents modèles qui existent à l'étranger. Et d'ailleurs, nous sommes bien sûr attelés sur notre vision, sur notre façon de faire et qui a donné quand même des résultats assez intéressants. Essentiellement, par rapport à l'Organisation mondiale de la santé, il y avait des allers-retours concernant bien sûr certains aspects, bien sûr, de protocole thérapeutique, éventuellement de mesures barrières, jusqu'à quel niveau, parce qu'à un certain moment il y avait quand même une hésitation contre l'utilisation du masque au début, puis par la suite il y avait bien sûr la recommandation d'utiliser le masque, débat, oui. Et ça dénotait quand même l'incertitude scientifique dans laquelle existait le monde entier. Et donc, on ne peut que compter sur soi-même. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ce schéma-là, on continue bien sûr à fonctionner avec ce schéma-là. Mais vous suivez les recommandations de l'OMS, des organisations internationales. Automatiquement, il y a des benchmarks.
automatiquement, il y a des benchmarks, et ensuite les recommandations internationales. Et d'ailleurs, tous les pays aujourd'hui cadrent avec les recommandations internationales qui sont des recommandations cadres. Mais chaque pays a des spécificités. Et des fois on s'est retrouvé pratiquement en avance par rapport à certaines décisions qui ont été prises, notamment par rapport à la gestion régionale de l'épidémie. Donc aujourd'hui, on commence à l'avoir au niveau de certains pays. Alors on avait commencé chez nous parce qu'on sait très bien que l'épidémie, la situation épidémiologique, elle est différente dans chaque région du Maroc. Elle n'est pas identique. Nous avons un aperçu national, mais au niveau territorial et au niveau régional, il y a des différences de par d'abord la culture, de par les moyens qui existent sur place, le potentiel, et aussi donc ipso facto, vous aurez une gestion qui est particulière, des adaptations. C'est ce que font maintenant certains pays européens, et donc on avait commencé bien avant. Et ce fameux vaccin qui pourrait nous sauver tous, où en est-il? 2 conventions ont été signées avec 2 laboratoires, je crois chinois et britanno-suédois, si je ne dis pas de bêtises, pour que les Marocains puissent bénéficier de la vaccination dès la fin des essais cliniques. Vous le savez, c'est un espoir immense, mais pas que chez nous, bien évidemment à l'échelle mondiale. Est-ce que vous savez où en sont les essais cliniques ? Alors, je peux vous dire que d'abord, le Maroc a fait ce choix d'être inscrit aussi dans les essais cliniques, premièrement, parce que c'est la première fois que le Maroc va faire un essai clinique vaccinal. Depuis l'histoire du Maroc, aucun essai vaccinal n'a été fait. Au jour d'aujourd'hui, il y a un essai vaccinal qui se passe et qui permet un transfert d'expertise, chose qui est importante, qui est aujourd'hui acquise. Et d'ailleurs, les partenaires avec lesquels nous avons fait ça, ils étaient quand même surpris de la qualité de nos experts marocains qui mènent bien sûr cette étude à bon escient. Deuxièmement, ça nous permettra d'avoir le cœur net sur l'innocuité et l'efficacité du produit, puisqu'on va exploiter plutôt les résultats à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle internationale. Notre essai clinique, c'est un essai qui est multicentrique. S'il rentre dans une étude multicentrique avec le Pérou, l'Argentine, avec Bahreïn et d'autres pays, et donc tous les résultats seront exploités à l'échelle internationale, on va faire profiter d'autres pays. Et ça nous permettra aussi de rentrer dans ce partenariat avec nos durable, puisqu'on va pas s'arrêter bien sûr à l'essai clinique et le transfert d'expertise, il y aura aussi le transfert technologique. Bien sûr, il y aura une plateforme qui permettra au Maroc de produire le vaccin in situ. Et également, ça nous permettra dans un premier temps bénéficier d'un accord commercial pour l'approvisionnement du vaccin au Maroc. Bien sûr, éventuellement, comme vous le savez très bien, il ne faudrait pas mettre bien sûr l'ensemble des œufs dans le même panier. Il faudrait choisir bien sûr plusieurs fournisseurs. Pourquoi ? Pour la simple raison que la capacité de production des vaccins à l'échelle planétaire n'est pas suffisante pour servir tous les besoins de la population. Et donc, automatiquement, il faut cibler plusieurs producteurs pour pouvoir avoir le produit dans les délais opportuns. C'est des efforts qui sont faits. Les orientations royales font que le citoyen marocain est au centre d'intérêt. Il voudrait que le Marocain en bénéficie parmi les premiers pays. Et donc, il y a un effort colossal. Ça fait partie la gestion proactive et anticipative que recommande Sidna Lansro pour faire profiter le citoyen marocain. Et ça, il faudrait peut-être le mesurer et lui donner sa juste valeur. C'est très, très important. Britannico-suédois et chinois, ils utilisent 2 vaccins différents. Donc, c'est pas le même vaccin, parce que quand on parle du vaccin, il y a des différences. Le premier utilise le virus inactivé et le deuxième, il utilise le recombinant. Donc, on cible plusieurs types de vaccins pour essayer de donner aux Marocains le meilleur qui existe sur le marché. Et donc, on sera à même d'avoir l'ensemble des produits disponibles. Donc, c'est pour ça qu'on fait plusieurs cibles. On cible plusieurs pistes. Et les essais, les pays qui aujourd'hui qui sont en avance par rapport aux essais vaccinaux, il y en a 9 boîtes à l'échelle planétaire, dont 400 chinoises. 400 chinoises. 400 chinoises. Sur les 9, il y en a 4 qui sont chinoises. Ensuite, vous avez une boîte, la suédoise, la britannico-suédoise. Vous avez bien sûr la boîte américaine, Moderna et Pfizer-BioNTech avec les Allemands. Vous avez aussi d'autres. Vous avez la Gamalaya avec le Sputnik 5 russe.
Et les Chinoises, le Sinopharm, le Sinovac, le CanSino et d'autres. Donc, vous voyez que aujourd'hui, il y a une course contre la montre pour produire un vaccin qui reste aujourd'hui le brin d'espoir pour le retour à la normalité. Mais la grande question qui encore persiste, quelle durée de protection va conférer ce vaccin? On ne sait pas. C'était ma question suivante. On ne sait pas. Personne ne peut répondre puisqu'on n'a pas encore assez de recul. Et d'ailleurs, maintenant, certains pays ont décrété l'urgence vaccinale pour vacciner toute la population pour essayer de retourner rapidement à la normalité. D'autres attendent les résultats, bien sûr, de la phase 3 pour essayer d'en déduire quelles seraient, bien sûr, les décisions à entreprendre. Les États-Unis, aujourd'hui, il y a quand même un décret qui est en train d'être préparé, bien sûr, pour avoir le FDA de l'utilisation du vaccin en urgence. Vous savez, donc, chacun essaie de trouver quand même une solution à cette grande incertitude que nous vivons à l'échelle planétaire. Il y a, et vous l'avez entendu, il y a eu une crispation, une vexation, les Marocains ont été un petit peu bouleversés et disent souvent que les annonces sont tardives quelquefois quand il y a des mesures d'urgence qui sont faites. Vous voyez parfaitement où je veux en venir. Pourquoi est-ce que vous pouvez nous expliquer quand une décision est prise et qui est radicale, pourquoi elle est annoncée à la dernière minute? Ils ont tendance à croire que c'est une décision qui est bien sûr annoncée à la dernière minute, mais c'est une décision qui est annoncée au moment de la prise de la décision. Donc, comme j'ai dit tout au début, nous essayons quand même de gérer ça au jour le jour et il y a des changements. Et nous nous réunissons plus de 3 fois au niveau du comité de sécurité nationale, plus les réunions ici. C'est chaque jour, il y a des changements et des prises de décision. Nous avons quand même des valeurs alertes qui nous permettent de prendre des décisions au moment opportun. Et donc, on ne peut pas se permettre de dire qu'on a pris cette décision, on va la laisser 48 heures pour donner la possibilité. D'ailleurs, on avait été bien sûr critiqué sur les 48 heures avant l'Aïd, etc. Mais vous savez, le virus ne vous laisse pas de délai. Alors, comment vous voulez bien sûr avoir des délais pour annoncer une telle décision? Je pense qu'il faut quand même qu'il y ait quand même plus de compréhension. On a essayé quand même de garder quand même une certaine mobilité à l'échelle territoriale, éventuellement pour que le Marocain ne se sente pas bien sûr limité dans son espace et pour pouvoir bien sûr interagir avec son environnement, avec la société. Mais quand il y a une décision qui vient, parce qu'il y a une alerte quelque part, le degré de compréhension doit être important. Donc, je pense que la majorité des Marocains sont compréhensifs. A posteriori, ils deviennent compréhensifs et ils justifient encore la décision. En fait, ce que vous nous dites, c'est que vous partagez l'information avec l'ensemble des Marocains immédiatement, en fait, quand vous l'avez et que vous voyez que la situation est critique. Je comprends leur inquiétude, je comprends leur mécontentement, mais nous n'avons pas le choix non plus. Parce que quand il y a une décision qui est prise, on essaie de faire rapidement pour la faire savoir aux Marocains, pour qu'ils sachent que, voilà, comme ils sont inquiets, nous sommes des citoyens comme eux. Et on essaie de faire pour le mieux pour que notre pays sorte, bien sûr, de cette épidémie. Vous savez que le dimanche soir, 22h est devenu une blague à l'échelle du Maroc. La dernière en date, c'était la rentrée scolaire, annoncée la veille de la rentrée. Je pense qu'on compte plus les jours de la semaine. Le dimanche, comme le lundi pour nous, comme le vendredi, on compte plus les jours de la semaine. On travaille non-stop, on continue. D'ailleurs, les secteurs sensibles aujourd'hui n'ont pas pris de vacances. Des fois même, on se trompe du jour. Donc, pour vous dire que pour nous aujourd'hui, le samedi et dimanche ne sont plus comptés, bien sûr, des jours fériés. Mais la rentrée scolaire, Monsieur le Ministre, oui. Un dimanche soir, c'était difficile quand même. Je peux comprendre qu'elle était Ça aurait difficile. pu être le vendredi ou le samedi, non? Je ne connais pas. Je ne suis pas votre. Je ne peux pas dire que ça aurait pu être. Mais ce que je peux dire, c'est il y a des décisions qui ont été bien sûr prises tout de suite parce qu'on a été alerté par rapport à quelque chose de précis et on s'est réunis rapidement pour le faire savoir. Donc vous savez, ces choses faites quand il s'agit bien sûr d'une pandémie, d'une crise, d'une urgence, c'est quelque chose. On est dans l'exception et bien sûr il faut s'attendre à tout ce qui est exceptionnel. Alors normalement, quand on est au studio, puisqu'on arrive à la fin de cet entretien, on se lève et vous vous installez sur un autre fauteuil. C'est un petit peu le moment confession,
où je vous demande d'enlever votre veste de ministre et de devenir le simple citoyen marocain que vous êtes, Monsieur Aïd Taleb. Et cette question n'est pas adressée au ministre. Ma dernière question, vous êtes sur le front chaque jour, vous le dites depuis des mois et des mois. Très franchement, est-ce que ça vous arrive de craquer? Oui, ça m'arrive d'être essoufflé à mes bouts de nerfs. Ça m'arrive, je suis même tombé malade parce que j'avais fait quand même une immunodépression. Donc, j'étais pratiquement... je suis devenu vulnérable. Donc, ça m'arrive. Ouais, c'est humain, je pense. Mais en prenant quand même un temps de méditation, je pense, et de recul, je pense que on peut récupérer, bien sûr, et comment dirais-je, maintenant je parle moi-même. Mais vous n'auriez jamais imaginé être au sein d'un ministère qui aurait toutes les attentions, d'être dans autant attendu, autant la moindre de vos paroles est attendue. C'est vrai que vous n'auriez jamais imaginé à ce poste être au centre de toutes les attentions. Bon, normalement, je ne sais pas de vous dire, franchement, parce qu'effectivement, je ne m'attendais pas à cette crise épidémique. Bien sûr, maintenant, elle est là. Je ne sais pas si bonne chance ou mauvaise chance, donc je ne peux rien dire. Je peux dire que le bon Dieu ne fait que choisir les bonnes choses, et donc c'est pour une bonne raison, certainement, mais force de constater aujourd'hui qu'avec bien sûr toutes les contraintes que connaît le secteur, nous sommes là aujourd'hui en tant que citoyens marocains en train de combattre pour que le Maroc sorte, Inch'Allah, de la crise. Mais justement, et franchement, je vais vous demander d'être très honnête, vous êtes plutôt optimiste aujourd'hui ou vous diriez que vous êtes inquiet? Je m'adresse toujours pas au ministre. De ma nature, je suis optimiste. De ma nature, je suis optimiste parce que je sais très bien que une épidémie, le temps qu'elle peut prendre, à un certain moment, elle va se terminer. Et à quel prix? C'est ça la question que nous nous posons aujourd'hui. En tant que simple citoyen marocain, je vois ce qui se passe autour de moi. Je sais que la crise sanitaire, à un certain moment, a pris l'ampleur, le dessus. Aujourd'hui, il y a d'autres crises qui commencent à s'installer, sociales, économiques. Et ça me fait mal au cœur, bien sûr. Et j'aimerais bien qu'il y ait quand même une issue rapide pour que les choses retrouvent quand même leur normalité. Parce qu'il y a la crainte que nous, on craque également. Vous suivez ce qui se passe un petit peu en France, dans le sud de la France, où des restaurateurs, des centaines de restaurateurs ont décidé de ne plus suivre les recommandations des autorités, ce que beaucoup considèrent comme un acte des plus gravissimes, puisque c'est pour la sécurité du citoyen. Et c'est vrai que ça fait peur. Oui, ça fait peur, effectivement, ça fait peur. Et à un certain moment qu'on n'est plus, bien sûr, on n'a plus de repères. On perd les repères, on ne sait pas qu'est-ce qui est le bon et le mauvais. Et c'est cette incertitude-là qui crée de l'amalgame et les populations commencent à perdre leur boussole par rapport, bien sûr, aux bonnes décisions. C'est vrai, c'est une réalité. Mais j'espère que les choses vont se clarifier. Moi, de par ma nature optimiste, on garde la foi. Alhamdoulilah, paix, je pense qu'il y aura quand même de meilleurs jours à venir, Inch'Allah. Le dernier mot que vous auriez envie d'adresser à tous les auditeurs, à tous ceux qui nous regarderont à travers le monde sur Internet, à tous les Marocains, y compris de la diaspora, vous auriez envie de leur dire quoi? Tenez bon? Oui, tenez bon, croyez bien sûr en ce que nous faisons. Je pense que ils ont vu ce qui se passe à l'international. Le Maroc fait pour le mieux avec les moyens, avec ses moyens. Déjà aujourd'hui, les résultats, si nous nous comparons par rapport à l'échelle internationale, nous avons des résultats qui sont intéressants. Mais nous comptons sur eux parce qu'il s'agit, quand même, il y va de la responsabilité individuelle, de la responsabilité collective. Nous seuls, nous ne pouvons rien faire, mais avec eux, on peut tout faire. Merci beaucoup. C'est moi. À bientôt. À bientôt. À bientôt.